Bonsoir à tous. Désolé de ce gros hip-hop là. Je ne sais pas exactement euh, pourquoi tout ces désagréables surprises ce soir. Mais j'ai dû changer d'appartement en journée. Je pense que mon nouveau quartier doit avoir des soucis de connectivité. Mais quand cela n'était, on m'a demandé d'avoir un entretien avec vous aujourd'hui sur la sécurité des données. Et c'est pour cela que j'ai choisi faire ce petit slide là. Dans la première partie, on essaie de préciser en fait ce qu'on va entendre par données, en fait, ce qu'on va entendre par sécurité. En fait, redéfinir et préciser juste le thème, la thématique de la journée. En fait, de manière très simple, on parlera de sécurité si on veut se servir de la définition basique que nous offre la Larousse. En fait, c'est une situation à l'abri du danger, une situation qui rassure. Et une petite anecdote dessus, généralement, cette situation-là n'a pas une valeur absolue. Généralement, ce niveau de sécurité absolu est relatif en fait. Et c'est en fonction de notre perception du danger qu'on peut se sentir en sécurité ou en insécurité. Et la donnée, quant à elle, va être la représentation conventionnelle d'une information permettant d'en faire du traitement automatique. Ça, c'est ce qui nous concerne sur le plan d'abord informatique, mais aussi comme élément d'entrée parce que habituellement on va suivre sécurité de l'information. L'information sera alors une donnée qui a une valeur particulière, qui a une interprétation particulière, qui lui donne un sens comme un autre. Je peux dire 5. 5, c'est une donnée qui ne signifie, qui n'a presque pas de valeur. Mais si je dis que 5, c'est le nom du code de ton quartier, ou alors 5, c'est le nombre d'enfants, okay? Le 5 là, qui représente désormais le nombre d'enfants d'une personne associée, c'est une information désormais, et là, elle commence à avoir plus de valeur, on peut l'enrichir, et désormais avoir d'autres interprétations et effectuer ce traitement dessus. Bon, la Trinité sécurité, pour parler d'elle, pour assurer une bonne sécurité des systèmes d'information, en fait, c'est pouvoir allier la partie bleue, qui est les systèmes technologiques, les hommes que nous sommes, hommes et femmes, pour ne pas être sexiste, les procédures et les process, c'est l'ensemble des différents traitements, opérations qu'on peut appliquer à une de ces données-là, et cela sur le centre, bien relié et intercédé, uni par les lois et règlements que nos juridictions nous imposent. On a mis là, nous à droite là, quelques codes réglementaires régulant en fait la sécurité des données au Cameroun. Je rappelle que plusieurs États ont des lois spécifiques à la protection des données, mais au Cameroun, on a encore des lois un peu génériques qui gèrent la cybersécurité et la sécurité des communications électroniques de manière globale. L'objectif principal, en fait, de la sécurité de l'information, puisqu'on a défini la sécurité donnée, on est quitté arrivé à l'information, c'est pouvoir garantir, en fait, l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des informations. Et un petit corollaire qu'on associe à ça, c'est pouvoir euh, définir de manière unique l'authenticité, la traçabilité, la non-répudiation des actes que l'on rencontrera généralement sur le plan du numérique. Voilà, ces différents concepts permettent de présenter en fait quelques impacts en fait de la cybersécurité en fait d'une mauvaise gestion de la cybersécurité. Les impacts en fait sont des conséquences un peu négatives. Elles permettent à coup sûr, et l'un des premiers éléments fondamentaux, d'aboutir à des pertes financières. Ça, c'est pour des organisations qui peuvent se faire pirater et autres, pour des personnes physiques qui peuvent aussi se faire voler leurs informations bancaires, par exemple, ou bien alors se faire hacker, si on peut dire en fait, où on va détourner les informations pour les soutirer de l'argent, ou ils vont se faire simplement arnaquer. L'atteinte à l'image et à la réputation, c'est en fait agresser l'identité logique d'une organisation ou alors d'une personne morale réputée en fait. Surveillance et espionnage, bon, on ne va pas trop insister dessus, bon, parce que ça existe toujours en fait. Lignes de service et chantage, ce sont des moyens de pression en fait que certains vont employer, un ces organisations pour les lignes de service, pour les lignes de service. Et les chantages en fait peuvent s'appliquer aussi bien aux organisations. Lorsqu'on parle des ransomware ou on chiffre les données des organisations,
ou alors on parle des vols de données des personnes physiques, ou alors on va dire ton téléphone a été piraté et les informations sensibles, les photos compromettantes qui s'y trouvaient en fait, se trouvent chez une personne tierce et on peut te faire chanter. Bon, vol, divulgation de données, santé et sécurité des personnes, parce qu'il y a aussi nos données de santé qui nous sont confidentielles et dont les divulgations et les mauvaises gestions peuvent avoir des impacts directs en fait sur le climat social d'une organisation et d'une société de manière globale. Et en dernier mot, j'ai choisi le garder en dernier mot, l'usurpation d'identité. En fait, c'est sur ces aspects que j'ai choisi d'orienter en fait la présentation de ce jour. La cybersécurité, on en parle partout, que ce soit des vols de données, des piratages sur Facebook, piratage sur WhatsApp, des sites institutionnels bien gouvernementaux qui se font pirater, des géants, des géants de l'industrie qui sont piratés, des hôpitaux dans des petites villes qui sont piratés. En fait, l'information aujourd'hui tend à être traquée et volée, détournée dans tous les sens du terme. Et lorsqu'on va parler d'Internet, il faut retenir que c'est un outil qui n'est pas neutre et il est important de comprendre les enjeux afin de bien les utiliser. Et notre identité numérique permet de dresser un portrait robot en fait, de nous, en fait, nos goûts, nos habitudes, nos comportements, nos envies, nos relations. Et cela uniquement en collectant nos différentes données. Donc, sans avoir besoin de parler numériquement, on a une identité numérique lorsqu'on se connecte sur Internet déjà. Et cette identité permet de dresser un portrait robot qui parfois garde plus d'informations que ce que nous sommes physiquement. Voilà. Et les données personnelles, quant à eux, on va définir en fait comme étant de manière très basique. On n'a pas voulu employer des gros termes en fait. Tout ce qui est donné qui permet de nous identifier directement ou indirectement. Directement, en fait, ça pointe directement sur nous, qui, en fait, un numéro de sécurité sociale, un numéro, un matricule, en fait, un truc qui est personnel, qui nous identifie directement. Le numéro de ma CNI, en fait, ça se rattache directement à ma personne. Indirectement, par exemple, ce sont, par exemple, liés à nos traits, une race, le sexe, la date de naissance, date entière de naissance, voilà. Ça ne donne pas exactement que c'est nous, mais si on a notre date de naissance ou bien l'année de naissance, tout simplement, dans une grosse population, ça permet de scinder et de se focaliser sur une infime partie des personnes dans lesquelles nous nous trouvons. En gros, c'est un peu, si on va appeler de manière terre à terre, ce qu'on appellera en fait données personnelles. Et dans le slide suivant, on permettra de comprendre en fait où sont ces données-là en fait que les différentes personnes veulent voler en fait. En fait, pas voler. Ces données qui nous appartiennent, dont il faut protéger. On dit en fait, c'est dans nos différentes applications, sur Internet. Dans nos applications, c'est tout ce que nous avons sur nos téléphones en fait, qui permet de collecter nos interactions avec les réseaux sociaux, notre localisation, partager des informations, collecter nos parcours de sport quotidien, nos différents jeux auxquels nous sommes habitués, nous sommes addicts. Il y a la partie en fait sur Internet, c'est tout ce qui sera trace que nous aurons laissé de manière volontaire ou non. J'ai bien insisté sur volontaire ou non parce que certains vont penser que ce sont des données parfois des formulaires qu'on a parfois remplis. C'est uniquement ça qui constitue en fait nos traces. En fait, le simple fait de cliquer sur une page particulière ou une autre peut, à notre insu, être collecté comme étant nos informations et permet de mieux éclaircir le portrait robot de notre personnel, de nous-mêmes. Si nous faisons absolument des recherches sur le big data, je prends par exemple un exemple comme celui-là, sans avoir besoin d'aller remplir un jour dans un formulaire qu'on est ingénieur en big data, Google saura désormais en fait que cette personne-ci, à partir de votre navigateur, il saura désormais est passionné de big data et est potentiellement un profil d'ingénieur de big data. Et s'il a des offres, des suggestions, des formations, des offres orientées dans ce sens-là à t'offrir, à te proposer, il sera plus précis dans ses demandes. Le prochain point, en fait, sont des structures spécialisées.
On a parlé en fait des données médicaux, des données biométriques qu'on va donner soit à la police, État et autres services de renseignement. Les données bancaires et données de transactions bancaires qu'on va donner à nos banques, par exemple. Les données de localisation que notre téléphone va collecter, va garder chez un opérateur telco, par exemple. Ou alors les différentes informations qu'on va échanger via le réseau de l'opérateur telco qui sont aussi, qui seront gardées chez cette personne-là. Les données juridiques, notre casier judiciaire, en fait, on a dit structures spécialisées, c'est des structures dont le domaine d'activité leur prédispose, leur donne autorité à accéder à certaines informations nous concernant. OK. Et derrière, s'il faut protéger ces données-là, ce qu'ils en font, ça sera encore d'autres points d'interrogation qu'on essaiera d'aborder. Bon, nos différents équipements électroniques, smartphones, iWatch, iPad, tout ce qui est icônes, nous allons avoir qui permettent de, parfois, quand on fait du sport, collecter nos parcours, nous géolocaliser et tracer tout ce qui est chemin que nous avons. Tous ces éléments-là collectent aussi nos données et permettent de dresser des portraits robots de nous. Il y a aussi la forme physique qu'on a parfois tendance à négliger depuis que le numérique fait rage et qu'on parle beaucoup de données sur le plan numérique, on oublie parfois en fait la partie physique qui reste l'ancêtre même en fait des moyens de collecte de données et dont il faut en prendre soin. Et qui collecte ces données-là en fait? On a précisé à droite, contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas toujours que des pirates en fait. Mais il y a ce qu'on appelle les géants parfois GAFA, qui sont des géants d'Internet qui se nourrissent des données aujourd'hui pour fournir des contenus à forte valeur ajoutée et dont ils commercialisent en fait déjà cette valeur ajoutée-là qu'ils apportent au contenu classique pour soit faire de la pub, le positionnement d'entreprise, vendre l'image. En fait, il y a des métiers aujourd'hui de community manager qui sont nés et plein d'autres métiers autour de cela qui s'appuient sur ces géants-là, sur l'intelligence artificielle qu'ils ont développée pour traiter les données et vendre les résultats de ces traitements-là aux différentes entreprises, aux différentes personnes tierces. Bon, il y a aussi le commerce en ligne, des entreprises de e-commerce qui peuvent aussi collecter ces données-là, les agences marketing, des services spécialisés de l'État qui peuvent aussi collecter ces données-là. Ok, on ne va pas trop débattre cette partie-là. Bon, on a mis une petite blague là, ma copine ou mon copain qui peut vouloir savoir ce que je fais. OK. Il y a aussi des pirates informatiques dont l'intérêt particulier restera le gain financier. OK. Le prochain slide, en fait, on a choisi juste rappeler en fait ce que vous, connaissant en fait tous ces géants-là, où se trouvent vos différentes données et ceux qui sont en train de tout faire pour les prendre volontairement ou involontairement, en fait, avec votre accord ou avec un accord, votre accord de manière dissimulée. C'est parfois vous ne vous rendez pas compte que vous avez donné vous-même l'accord qu'on puisse collecter ou bien effectuer un traitement à vos données. De savoir que la protection des données personnelles en fait repose sur quelques piliers en particulier. La transparence, la laïcité en fait. L'entité qui collecte vos données doit de manière formelle vous informer qu'il collecte. Euh, définir en fait les types d'opérations, ce qu'il va en faire. Bon, on va avancer une fois les autres actions. Le droit de la personne physique concernée. Jamais on va vous demander votre consentement avec les j'accepte ou bien j'accepte les conditions d'utilisation, bien un petit d'accord, j'accepte un petit pop-up qui va venir nous agacer. On va dire OK, j'accepte pour quitter ce pop-up. Et il est important en fait de pouvoir noter que pour protéger nos données, les réglementations que RGPD ont mis en place, un système de règles et on peut dire en fait de lois dans certaines zones, mais qui peuvent aussi parfois indirectement s'appliquer à nous, puisque parfois on peut être en déplacement ou alors indirectement on peut subir les conséquences de ces lois-là. On n'a pas la transparence, la laïcité, le droit de la personne physique concernée, la sécurité de la donnée, l'entité qui collecte doit garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité de la donnée, de cette donnée. On doit pouvoir, dans cette collecte-là, pouvoir limiter les finalités. Donc, il doit dire exactement ce pourquoi il collecte ces données-là et la donnée collectée ne pourra être utilisée pour faire autre chose. Donc, s'il a collecté juste pour ces statistiques de sa part,
bien pour optimiser son moteur de recherche, il ne peut pas l'utiliser derrière pour faire d'autres sondages, pour faire d'autres analyses. Bon, minimiser la donnée, c'est connecter le strict minimum, pas parce que si tu veux connaître si c'est un ado, une personne adulte ou un enfant, rien que son date de naissance peut être suffisant que de demander sa date et son lieu de naissance. Bon, ok. Donc, c'est pouvoir limiter l'information qu'on prend pour être le plus évasif possible. Donc, que de prendre l'année de naissance, parce que c'est encore plus précis, ça fixe l'âge. On peut permettre de choisir les tranches d'âge, bien dit choisir adolescents, jeunes et autres. Donc, être le plus évasif sur les données qui sont collectées. Et ça, c'est ce qu'il ne laisse jamais imposer. La pertinence, la donnée, la durée de conservation doivent aussi être définies dans ces contrats d'utilisation. En fait, dans le slide suivant, en fait, on a choisi d'aborder avec vous juste un petit cas pratique de ce qu'on appelle les cookies en informatique. Et pour avancer dans la suite, sur le prochain slide, on a essayé de définir en quelques mots le contexte et ce qu'on entend par cookies. Donc, ce qu'on a cookies, pas forcément le gâteau en fait, on rappelle simplement que lorsqu'on fait des recherches, lorsqu'on se balade sur Internet, habituellement, les traces de notre activité sont collectées et sont stockées sur notre disque dur. Je précise bien sur notre disque dur parce que ça aura un impact par la suite. On va essayer de voir quelles peuvent en être les finalités. Et généralement, ces cookies, on va les représenter comme étant des petits fichiers en fait, qui, c'est en fonction du navigateur que nous utilisons, vont avoir un emplacement particulier et vont enregistrer les informations sur nos préférences. On va voir un exemple de site Darty, un site de e-commerce connu en fait. Lorsqu'on se connecte, comme je parlais, il y a un petit pop-up qui va s'afficher juste au-dessus. Un petit pop-up, la bande noire que j'ai mis là-bas, on vous demande d'accepter les cookies. En fait, c'est un contrat que vous êtes en train de valider déjà en ce moment-là, qui, comme j'ai parlé tout à l'heure, est lié à une imposition de la réglementation européenne, en fait, de pouvoir prendre l'engagement, le consentement utilisateur avant de pouvoir collecter des informations et définir les différents usages. Donc, si vous lisez généralement ce texte-là, il va définir, il va demander votre consentement et décrire clairement ce qu'il compte en faire. La bande noire, c'est l'engagement que nous allons accepter, qu'on accepte souvent involontairement sans nous en rendre compte, mais qui est le contrat que nous validons avec l'entité en question de collecter, traiter, manipuler nos données. Et l'entreprise est obligée, en fonction de, en accord avec la réglementation européenne sur la protection des données, de pouvoir définir ce qu'il va faire de ces données-là, demander l'autorisation de l'utilisateur, préciser la donnée qu'il veut collecter, les différents traitements qu'il va en suivre et ce qu'il compte en faire. Donc, habituellement, on passe dessus sans le lire, alors que c'est là le contrat que nous avons d'autoriser nous la manipulation, la. OK. En allant sur le slide suivant, on commence de manière très pratique. On va pas faire la vidéo live. On a mis une fois des captures pour décrire ce qu'on va expliquer dans le cas pratique, atelier pratique. Donc, je fais une recherche. Je pars sur mon site de e-commerce en question. Je cherche un téléviseur de manière très simple. On va m'afficher les informations. Et on vous permet aussi d'aller sur votre navigateur, voir les cookies. Il y a le petit outil Lightbeam que vous pouvez installer sur Firefox, oui, qui vous permettra de voir, lorsque vous connectez sur un site donné, quelles sont les différentes métadonnées qui sont partagées, qui ont été déposées sur votre site. Les différents cookies, ces différentes métadonnées qui ont été déposées sur votre navigateur, en fait, sur votre poste de travail, et qui permettront de mieux vous traquer et permettront de partager vos informations avec d'autres utilisateurs. Donc, une fois connecté sur le site Lightbeam, en faisant une seule recherche, vous allez pouvoir voir que votre recherche que vous avez effectuée a permis à Lightbeam de vendre ou bien de partager certaines de vos informations avec des géants comme Facebook, YouTube, d'autres sites d'analyse de données en fait. Tous ces différents triangles que vous voyez là en fait, en passant le curseur sur l'un d'entre eux, on va mettre le nom de l'entreprise en fait qui est derrière les données qui vont être collectées. Et ces différentes données permettront de mieux nous pister, même si on quitte la plateforme d'artistes sur lesquels nous sommes en train d'effectuer des achats. Donc, c'est un peu ça le principe de ces cookies. Vous pouvez voir
les détails et la liste des différents sites et les cookies qui ont été collectés lors de votre activité sur le site d'article. C'est vrai que vous avez aussi la possibilité de pouvoir les supprimer. On verra cela à la fin de la présentation. Le lendemain, quand je m'avais fait les achats, je suis sur un autre site différent, par exemple un site d'information, de l'actualité. Les différentes publicités qui me sont proposées concernent les télévisions parce que j'ai fait une recherche d'une télé le jour précédent. Donc, on va me traquer, me faire des suggestions très alléchantes en fonction de ma gamme de prix, ma gamme de produits, bien la marque que j'aime choisir en fait, pour me pousser, me proposer d'autres produits sur d'autres sites en dehors de mon site de e-commerce. OK, là, c'est le comportement en fait de ces métadonnées-là qui nous permettent de faire des publicités ciblées et de déplacer nos envies, nos comportements sur Internet, sur d'autres sites et nous faire, les faire suivre lors de nos différents déplacements en fait sur Internet. En allant sur le slide suivant, en fait, j'ai voulu qu'on mette quelques phrases, qu'il ne faut pas qu'on se garde juste un mauvais préjugé du cookies. Le cookies, en fait, est nativement un élément indispensable pour le bon fonctionnement de certains sites. Généralement, les sites de e-commerce, pour ceux qui en développent, parfois on en avait besoin pour essayer de soit stocker certaines informations d'authentification ou alors des informations de session ou, par exemple, pour les sites de e-commerce, des informations sur le panier, les produits que l'utilisateur a collectés. Ils sont aussi très importants, en fait, à ce niveau et parfois permettent d'offrir une expérience incomparable à l'utilisateur. Donc, si je suis habitué à venir sur ton site parce que j'aime les babouches ou bien j'aime les costumes, ça ne sert à rien que quand je viens le lendemain, tu me proposes les vêtements de femme alors que je suis un homme qui aime les costumes et je n'ai jamais été intéressé par les vêtements de femme. Bon, ça a des éléments positifs et négatifs, donc il ne faut pas seulement garder que les cookies peuvent avoir une connotation négative. Et comment on fait pour les supprimer? C'est ce qu'on va aborder dans le slide suivant, en fait. Et parce que ces informations-là permettent aux différents sites qu'on a visités de se dresser un portrait robot de nos comportements. Qu'est-ce qu'on aime habituellement? Si c'est qu'on parle des sites de commerce, qu'est-ce qu'on peut acheter? Si on parle des sites de bouffe, qu'est-ce qu'on peut bouffer? Si on parle des sites de streaming, bien des vidéos, qu'est-ce qu'on aime voir, en fait? Voilà. Avoir tous ces éléments-là, une personne qui n'est pas face à nous a une meilleure connaissance de notre personnalité, parfois mieux que nous-mêmes. Et il est important de savoir comment faire pour les supprimer parce qu'ils sont stockés sur notre disque dur et indirectement, quelqu'un peut soit les pirater aussi pour les détourner, les utiliser à d'autres fins. OK. Le prochain message, en fait, les messages clés, on a voulu que vous reteniez. Les cookies sont indispensables pour certaines fonctionnalités. Ils sont aussi souvent très utiles, mais d'autres divulguent des informations sensibles nous concernant et parfois contre notre gré. Et grâce au règlement européen, en fait, plusieurs sites sont contraints de pouvoir demander l'agrément, l'accord de l'utilisateur. C'est ça les différents pop-up qu'on rencontre souvent. Et vous devez savoir que vous avez le droit, la possibilité de pouvoir nettoyer cela pour protéger une partie de votre vie privée, de votre intimité numérique. En allant sur le slide suivant, en fait, ce que je veux dans mes messages de fin, que vous sachiez en fait que l'identité numérique, c'est votre identité numérique, en fait, c'est ce que vous publiez. C'est tout ce que vous validez, cochez, cliquez, acceptez, cochez sur Internet, commentez, qui permettent de mieux vous maîtriser, de mieux vous comprendre. C'est votre avis qui permet à une personne autre que vous de se définir votre personnalité. Et la e-réputation, c'est ce que les gens disent de vous en ligne. Ce que on ne vous laisse, on ne vous, c'est pas ce que vous avez écrit, mais ce que vos données permettent à des personnes autres de comprendre, de se définir comme étant vous. Et la dernière partie, ce que je veux comprendre, les données que nous utilisons en ligne forgent notre identité numérique et donnent accès à des tierces personnes. Et donner accès à des tierces personnes, ils peuvent utiliser cela contre nous à notre insu. Donc, et parfois, ça peut participer à forger une mauvaise réputation, c'est-à-dire une mauvaise identité numérique et qui peut jouer contre nous.
On a ajouté là simplement 10 commandements que nous vous partageons pour garder la main sur vos différentes données en ligne. Pensez sécuriser tous vos actes au quotidien en retenant le premier, le plus important, le gratuit n'existe pas. Si quelque chose est gratuit, un service est gratuit, c'est que quelque part, on est en train de... C'est vous en fait, c'est toi le produit qui est en train d'être vendu, en fait. Ou alors sont tes données qui te représentent, qui sont en train d'être vendues. Bon, les autres éléments présentés là permettent juste de pouvoir garantir et sécuriser vos infos en assurant la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité de vos informations. Mais j'insiste plutôt sur le premier commandement pour notre atelier de ce soir, de ce jour. Les autres éléments concernent la sécurité de manière globale. Ok, je vais peut-être prendre tout ce qui est question et je serai à votre écoute. Merci. Oui, oui. Moi, j'ai une question. Hein. C'est, comme tu nous as présenté, merci déjà pour la présentation. Très, très bonne présentation. Ça nous a beaucoup, on a beaucoup appris, quoi. Bon, en fait, moi, je voudrais savoir, c'est quoi les mesures vraiment prises par nos gouvernements pour pouvoir empêcher l'usage de nos données de cette manière. Toi-même, tu as dit, hein, de façon très dissimulée, ils utilisent jamais nos données sans notre consentement. Malgré les on va dire, les agréments qu'ils mettent souvent, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous acceptez ou pas, tout ça. On sait que la plupart du temps, pour utiliser le service, on va toujours cliquer sur OK, on va cliquer que nous sommes d'accord. Donc, quelles sont vraiment les mesures prises par nos gouvernements pour pouvoir réduire, parce qu'on sait qu'on ne peut pas empêcher cela, réduire l'usage de nos données pour que nous soyons toujours des produits, quoi, en termes de sécurité. D'accord. Allô? Ok, ça va, ça marche, parce que tu l'as avec les cours. Ok, actuellement, j'ai précisé un peu au début que plusieurs États africains, je devais mettre cela en annexe, partager en fait la cartographie en fait de la protection des données personnelles, par exemple en Afrique particulièrement, parce que dans d'autres États, dans d'autres continents plutôt, en fait, les réglementations sont un peu mieux structurées, très peu d'États actuellement ont mis en place des lois pour protéger leur population. Donc, pour ce qui concerne le Cameroun en particulier, la loi sur la protection des données et la lutte contre la cybercriminalité de 2010, donc, et celle sur la protection des communications électroniques sont les seuls supports qui existent et n'adressent pas spécifiquement les données personnelles en particulier. Pour le moment, je rappelais que la responsabilité d'abord de l'utilisateur, de nous, citoyens, le Camerounais en fait, l'utilisateur final, de protéger ses données et de valider les contrats. En fait, lire les contrats avant de valider, je vais dire, si on peut lire les contrats avant de valider, sa responsabilité est majeure dans ces cas-là, en fait, actuellement. Il n'y a pas encore de loi spécifique au Cameroun, mais les institutions comme l'Antique sont en place pour restaurer des personnes dans leurs droits si à jamais il y a eu abus, violation, si l'usurpation, mais la collecte des données a un impact négatif, peut avoir un impact négatif sur toi, ta personnalité, ta réputation, ton image ou bien tes droits. Mais pour le moment, ce n'est pas encore totalement encadré au Cameroun, mais l'État, à travers le Minpostel et ses autres services décentralisés, à ce jour, essaye de s'appuyer d'abord sur des géants. Ceux qui collectent, dans la présentation, on a parlé des entités qui ont le droit de collecter ces données-là, ce que j'ai appelé les structures spécialisées. On les exhorte simplement à la bonne gestion, la bonne prise en compte des mesures de traitement de ces différentes données-là. Mais nous qui surfons sur le cyberespace, on a la première responsabilité, c'est la nôtre en fait. Important d'avoir une bonne hygiène pour se protéger. En fait, là, on constate juste que pour nos pauvres frères et sœurs et parents qui ne sont pas informaticiens avec toutes les techniques que tu nous as présentées là,
les données continueront à être utilisées parce que c'est pas évident pour eux de dire ils vont aller protéger. En fait, ils vont contrôler tout cela parce que la plupart du temps, ils veulent seulement aller sur Internet. Donc là, ça devient un peu compliqué pour eux, quoi. Je comprends un peu, je comprends le problème en fait, je vois le problème en lui-même. Et actuellement, beaucoup de personnes en fait ont des données et dont ils ne connaissent même pas la valeur de ces données-là pour eux. Bon, certains vont aussi dire ils sont conscients et préfèrent volontairement laisser l'opérateur faire ce qu'il veut de ces données parce qu'ils jugent que le service, l'envie qu'il veut satisfaire à l'instant présent est plus important que sa donnée qu'on peut collecter. Bon, ça, c'est pour ça que derrière, on mène des campagnes de sensibilisation. Même l'État, en fait, essaye souvent avec le ministère du Minipostel et l'Antique. Et là, été, parfois, il intervient aussi un peu légèrement à participer, à organiser généralement des foires de sensibilisation sur grande masse, sur la protection des données. Parfois, on s'appuie sur certains opérateurs telco aussi pour parfois passer certains messages à certains moments pour qu'on puisse avoir une hygiène numérique responsable. C'est vrai que dans le mot responsable, on ne décortique pas souvent tous les détails, les enjeux et conséquences de ce qu'on met dans responsable. C'est peut-être là où il y a un petit bémol. Mais bon, je pense, protocolairement parlant, l'État essaie de communiquer, de sensibiliser. Peut-être le message n'est pas assez affûté, assez précis. Il n'adresse pas spécifiquement l'ensemble des problématiques, mais de manière globale, il mène une campagne un peu plus sommaire. Bon, allô? Disons que le fait de sensibiliser, en fait, pour moi, ça ne suffit pas parce que les, en fait, il faut un peu à l'image du RGPD dont tu as parlé lors de ta présentation, qui est en vigueur dans l'Union européenne. En fait, c'est en vigueur pour toutes les entreprises qui sont basées dans l'Union européenne ou les entreprises qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais collectent les données des résidents de l'Union européenne. Bon, c'est une obligation. Et il y a des contrôles qui sont effectués, des contrôles inopinés, des audits qui sont effectués, et les sanctions peuvent aller jusqu'à, je crois, 20 millions d'euros d'amende. Donc, si les données personnelles des citoyens doivent être protégées peut-être par l'État ou des organismes, ça doit aller on doit aller au-delà de la sensibilisation des entreprises à bien utiliser les données des utilisateurs. C'est juste la précision que je veux apporter. Exactement, totalement en phase avec toi. En fait, ce niveau répressif, je pense qu'en Europe, la pénalisation est arrivée dans les années de 2016, 2015, 2016 comme ça en fait. 2018, bon, la loi a été publiée en 2016, mais elle est entrée en vigueur en 2018. 2018, voilà. Pour dire d'autres États, comme peut-être d'autres États sont encore progressivement, sont encore à l'étape de sensibilisation. Et il l'avait été annoncé, je pense, en fin d'année passée, la rédaction d'une loi pour protéger les données personnelles, particulièrement au Cameroun. Mais bon, le truc était encore en projet, il n'est peut-être pas encore finalisé. Peut-être ils pourront trouver aussi des moyens pour être un peu plus contraignants et plus répressifs. Je pense que si je fais un petit parallèle à ce qui se passe chez le voisin, par exemple au Nigeria, avec leurs réglementations qu'ils ont mis en place, ils sont par exemple en train d'imposer à Facebook d'ouvrir un siège à Lagos pour qu'on puisse, les lois nigérianes aussi puissent directement se propager et être aussi appliquées sur parfois chez ces gens-là aussi. Trouver des moyens d'avoir des lois, comment rendre maintenant ces lois applicables dans tout le cyberespace. Ce sont aussi différents leviers qui vont être, qui doivent aussi être pris en compte, sur lesquels peut-être parfois l'État prépare sa part de logistique un peu lentement. Bon, peut-être pour continuer avec, bon, dans la même logique que cette question-là, vous dites que il y a le RGPD, c'est l'organisme européen qui régule la protection des données personnelles.
C'est une loi. Donc, on a remarqué C'est une depuis. réglementation. C'est une loi, c'est une C'est réglementation. une C'est loi. une loi. OK. Donc, effectivement, on remarque depuis quelques années que la plupart des sites, lorsque tu veux y accéder, on te demande d'accepter les cookies. Bon, en général, ce sont les sites européens. Et puisque nos lois ne sont pas encore matures dans ce sens-là, on a les sites africains, les sites camerounais qui ne demandent pas forcément ça. Mais moi, je pensais que la loi se limitait à une entreprise européenne qui a un site web. Mais Roméo, tu as dit tout à l'heure que même si l'entreprise n'est pas européenne, mais collecte des données Oui, des résidents européens, elle doit être soumise à cette loi. oui. Exactement. Ça veut dire que ça, ça doit prendre, ça implique la... Parce que je me dis, enfin, pour site, pour peu qu'il soit un peu populaire, forcément, il doit y avoir au moins une personne qui est en Europe qui consulte ce site-là. Oui. Comment est-ce Exactement. qu'ils font pour vérifier justement? Comment est-ce que moi j'ai un site, je suis au Cameroun, je crée mon site et puis bon, ensuite je collecte c'est un site international, donc je collecte la donnée des résidents du monde entier et comment eux ils font pour me contraindre à cela? Comment déjà ils font pour vérifier que je prends les données des résidents Bah, européens? Il y a eu le bah, cas Google. Je sais pas si tu as connu les petits coups de pouce, les coups de bras de fer qu'il y a eu avec le géant Google qu'on a menacé de fermer, par exemple, en Europe, parce que on jugeait qu'il était parfois très intrusif. Voilà. Or, un moyen simple, en fait, c'est menacer, demander qu'on va faire. En fait, fermer carrément l'accès à cette plateforme-là sur tout le territoire, par exemple, européen. Je prends un exemple simple. C'est l'une des mesures, l'une des sanctions aussi qui peut aussi être appliquée. Généralement, tu as aussi entendu les grosses sanctions financières qu'on a aussi infligées à ces géants-là en Europe, en fait. Je pense que Facebook en a aussi eu des sanctions dans ce sens. Simplement parce qu'il y a eu des violations à cette réglementation-là. Et c'est très simple. Tout le trafic sortant, du trafic Internet sortant à partir de l'Europe, on peut savoir vers où est-ce qu'il va et pouvoir aussi l'analyser, savoir quelle plateforme parfois est derrière, quel est le service qui a été visité. Et ça a été fait par un Européen. Là-bas, en Europe, on peut mieux tracer la connectivité, savoir qui est en train de se connecter à quoi. Et la loi s'applique à tout le monde. En fait, si un Européen visite à ton site, tu es sujet à respecter cette réglementation. bon, ce n'est pas aussi comme si il y a la police qui va, qui va auditer toutes les connexions. Non. Sauf que c'est une réglementation. Et puis ici, le système est basé sur la confiance. Sur la confiance. Ça veut dire qu'à défaut, on se dit que les gens sont bienveillants. Mais il suffit juste qu'un utilisateur, peut-être un résident de l'Union européenne, porte plainte s'il soupçonne que ces données, en fait, que le RGPD a été violé. En fait, c'est suffisant pour que soit on interdise, par exemple, ton site ou bien qu'on te colle des pénalités. C'est comme on dit souvent, la loi Ok, existe. ok. Nous est censé ouvrir la loi. Donc, c'est quand on est en infraction, ça peut prendre du temps, mais un déclencheur peut mettre la patrouille à notre trousse et on subit. Ouais, c'est pour ça que toutes les entreprises ici qui traitent des données à caractère personnel passent tout le temps, le gros de temps à sensibiliser en fait les employés sur l'existence du RGPD et sur la conformité au RGPD. Donc, c'est très important pour les entreprises. Allô? Merci, merci pour les différents intervenants, merci pour les précisions. Par contre, moi, j'ai une question un peu plus cas pratique. Si, par exemple, je dois développer une application, selon vous, qui est dans la sécurité, et que c'est une application qui sera basée sur les données à caractère personnel, quels sont les différents, on va dire, les différents
protection que je peux, je ne sais pas si je veux dire protection, les différentes mesures que je dois prendre pour pouvoir éviter peut-être d'être sanctionné plus tard parce que j'étais ignorant sur le RGPD, l'existence du RGPD, que ce soit ailleurs, que ce soit au Cameroun. Je ne sais pas si je peux essayer de répondre. Vas-y, on peut avoir plusieurs réponses. Allons-y. Bon, je n'ai pas tout le manuel du RGPD, mais je sais qu'il y a 4 piliers importants. OK. Oui. Le premier, c'est le consentement. Mhm. Ça veut dire que l'utilisateur doit donner son accord de façon explicite que ces données soient collectées. Ensuite, il y a la transparence. C'est-à-dire que tu dois dire à l'utilisateur ce que tu vas en faire de ces données. Oui, et puis il y a aussi le droit des personnes. Je crois par exemple, une fois que les données sont collectées, une personne peut décider d'accéder à ces données. Tu dois offrir l'accès à ces données-là. L'utilisateur doit pouvoir modifier les données, il doit pouvoir les supprimer, ou bien en fait demander la suppression. Et je crois que l'entreprise a peut-être un délai d'1 mois pour que la suppression soit effective. Oui, il y a le droit à la limitation de traitement. Donc l'utilisateur peut décider de limiter en fait l'usage que tu en fais de ces données. Et je crois que voilà en gros les piliers phares du RGPD. Bon, après, je peux t'envoyer quelques liens de documentation. C'est mieux détaillé. OK, merci. Le complément d'information que je vais associer à ça, en fait, c'est il y a un concept informatique, en fait, un concept dans la sécurité qu'on a mis en place pour adresser cette problématique-là particulièrement, ce qu'on appelle le privacy by design, qui consiste simplement à prendre en compte les mesures de protection des données dès la phase de conception en fait de nos différentes plateformes. Et elle s'appuie sur 7 points particuliers. En fait, privacy by design, c'est respecter les moyens de protection par défaut. Donc, par défaut, protéger les données de l'utilisateur, les données personnelles de l'utilisateur déjà avant tout autre type, toute forme de traitement. Et elle s'appuie sur 7 principes que je peux te partager par la suite. L'adoption des mesures préventives, mettre en œuvre les principes de protection des données personnelles par défaut, c'est-à-dire protection automatique implicite, prendre en compte la protection de la vie privée et de l'internaute, sécuriser la protection privée, respect de la vie privée. En fait, il y a un ensemble, il y a 7 principes en fait qu'on demande de prendre en compte dès la conception des projets. Et dans les organismes aujourd'hui, il y a les délégués à la protection des données personnelles qui veillent aussi, qui participent aussi en fait dans la validation des projets pour ceux qui développent, se rassurer que si la plateforme doit traiter un pan ou bien des données personnelles de manière globale ou partiellement, qu'elle est conforme à ces mesures de privacy by design, bien privacy by default, comme on le dit souvent. Donc, c'est un peu ce petit principe-là. Je peux te partager cela par la suite aussi. Désolé. Oui, aussi par rapport à la présentation déjà, merci Landry. Je sais pas si c'est nécessaire en fait de parler des moyens en fait, des mécanismes qu'on met en place justement pour assurer en fait la sécurité. Peut-être peut-être tu as omis ça par rapport à, je sais pas, à l'auditoire, mais si c'est pas. Si tu veux faire ajouter un complément, c'est volontiers, Roméo. On t'écoute. Ok, ok, oui, justement, vu qu'on parle ici de data en fait, il y a les mécanismes en fait pour assurer en fait la sécurité des données, que ce soit les données en transit, parce que bon, dans la data en général, la donnée va se déplacer d'un point à un autre en parcourant les différents étages. Donc, il y a pas mal de mécanismes que généralement les outils Big Data
utilise pour assurer la sécurité des données en transit et la sécurité des données au repos. Par exemple, le mécanisme d'authentification, le mécanisme de chiffrement, Le le chiffrement. certificat SSL. Bon, c'est de ça que je voulais parler. D'accord. Ok, bon, c'est peut-être un élément que j'ai retiré. En fait, je n'ai pas insisté dessus sur la présentation, j'ai retiré cette partie-là, parce que bon, là, j'entrais un peu dans un aspect un peu plus technique et ça ne savais pas s'il n'y avait que des informaticiens dans l'auditoire. C'est pour ça que je n'ai pas trop insisté sur les éléments trop informatiques. Sinon, comme tu le rappelles, en fait, quand on parle de sécurité de la donnée, en fait, c'est sur toutes ses formes et sur toutes ces différentes couches. On n'a pas aujourd'hui la notion de sécurité en profondeur associée aux différentes couches que traverseront la donnée pour garantir une protection depuis les zones périphériques jusqu'à la donnée même et sur ces différents états, comme tu le précises en fait. Voilà, en prenant en compte là où il est stocké, comment est-ce que on le sécurise pendant sa manipulation, donc lorsqu'il est en mouvement en fait, pendant sa manipulation, pendant son déplacement, parce que là, c'est pas forcément manipulation, c'est qu'on est en train d'exploiter la donnée. Mouvement, c'est on le fait juste transiter d'un endroit à un autre, d'un état à un autre, sans forcément apporter une altération sur la donnée. Pendant même sa suppression, comment il doit être supprimé pour être sûr que les informations sont proprement supprimées. Et juste un petit commentaire, il a été rappelé que, je pense que c'était en 2018, dans le cabinet qui avait fait cette recherche-là, on parlait des milliards et des milliards de tonnes de données confidentielles et compromettantes qui sont collectées chaque année à partir des téléphones et différents supports digitaux qui sont jetés. Pour les entreprises, c'était de grosses niches d'or. Pour des personnes, beaucoup d'éléments de chantage qu'on avait sur certaines personnes parfois peuvent venir soit d'un téléphone que tu as jeté ou bien d'une carte mémoire que tu as utilisée. Dans cette carte mémoire où tu pouvais stocker, tu avais des photos compromettantes, je ne sais pas un peu l'expression simplement dans ce sens, et tu as que les supprimer. Et tu as que la case était vierge quand tu supprimais, quand tu jetais ou bien quand tu débarrassais. Or, on peut restaurer les données parce qu'il faut un certain niveau de suppression pour garantir que la donnée serait difficilement récupérable. Et pour les informations sensibles, généralement, en sécurité, on recommande de supprimer, de détruire carrément le support. Bon, en fait, pour dire que ces différents moyens aussi, j'ai peut-être volontairement retiré cela, mais peut-être je pense que je n'aurais pas dû, bon, puisque tous sont informaticiens, j'aurais pu descendre un peu plus en profondeur sur d'autres aspects en fait de la protection des données. J'ai voulu focaliser un peu la présentation sur les principes fondamentaux, l'introduction à la protection de ces données-là, avec une application aux cookies qui est un peu plus sommaire et que tout public peut comprendre. Donc, c'est... Mais je peux partager en fait aussi des documents un peu plus spécifiques quant à la protection des données, les mesures mises en place pour la sécurité des données. Ouais, merci Landry. Par contre, on peut aussi considérer que ça c'était la version 1.0 et qu'une autre fois, pas forcément à l'immédiat, il y aura une version 2.0 avec ces détails que tu as ajoutés. D'accord, exactement. Il y a aussi la protection contre les rayonnements. Les rayonnements peuvent parfois... bon, ceux qui maîtrisent la technologie peuvent parfois exploiter les rayonnements électromagnétiques pour pouvoir, pour pouvoir voir ce que passe dans les câbles. Donc, dans certains data centers, ils ont des équipements pour, en fait, pour brouiller en fait, les rayonnements qui s'échappent en fait, des data centers. Exactement, exactement. C'est même pour des modules de fibre optique, ça peut parfois, certains peuvent parfois cloner et réussir à extraire des informations. Et pour ce qui concerne les câbles, on rappelle souvent le champ magnétique induit. Je ne sais pas si on se rappelle encore de cette notion-là en physique à l'époque. Voilà. Ce champ magnétique-là qui est créé lorsque un conducteur est parcouru par un courant. Or, sachant que le courant qui parcourt ces différents conducteurs-là, c'est l'information, ce champ magnétique induit-là peut être analysé
pour reconstituer l'information qui transitait dans le courant et participer à la fuite d'informations. Donc, quand on parle de sécurité de l'information, il y a toujours l'aspect physique qui intervient aussi. C'est une notion qui peut aussi être abordée. On est en sécurité nulle part. Le danger est partout. J'ai rappelé, le danger, c'est la perception, en fait. Si tu sens que ton danger, c'est sur ton téléphone uniquement, tant que ton téléphone est entre tes mains, que tu es déconnecté, tu peux sentir que tu es en danger. Que tu peux sentir que tu es en sécurité. Je pense que ce que Landry dit, c'est généralement ce qu'on voit dans les films. Hein. Vous vous rendez compte que la plupart des films, ils utilisent des anciens téléphones, là, les Choronko, comme on l'appelle, souvent au Cameroun. Je pense qu'avec ça, au moins, c'est très difficile, vu qu'on n'est pas connecté à Internet, il n'y a pas d'application qui envoie les données même en background. C'est pour cela qu'avec cela, c'est un peu plus difficile, quoi. En plus, ils utilisent généralement uniquement la 2G, et que c'est uniquement la voix sur les réseaux téléphoniques, quoi. Exactement, c'est ça, exactement. Pour ce qui est du mot de passe, moi j'ai toujours du mal avec le mot de passe. On va te dire, il faut avoir un mot de passe divers, un mot de passe compliqué et il faut avoir un mot de passe pour chaque application que tu consultes. Voilà. Comment est-ce que moi, personnellement, je ne suis pas cette règle-là parce que c'est compliqué de retenir un mot de passe compliqué pour chaque application. Je serais retenir peut-être 20 mots de passe compliqués. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est pas faisable. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que j'ai un mot de passe compliqué, un seul mot de passe hyper dur, mais que je vais utiliser pour tous les sites sur lesquels je navigue. Donc, du coup, c'est quoi, Landry? Parce il y a quand même un milieu, je veux dire quoi? Comment est-ce qu'on gère ce genre de situation? Je veux être sécurisé, mais je veux pas à chaque fois cliquer sur le mot de passe oublié parce que j'ai oublié mon mot de passe, puisqu'il est très compliqué à retenir. Comment est-ce que, enfin, quelles sont les recommandations sur le plan de la sécurité? Comment faire pour gérer ça? Ok. Parfois, dans la sécurité, la notion de confiance est souvent l'élément clé qui lie et régule les interactions entre plusieurs entités. Et il y a des solutions comme peut-être One Password, en fait, qui sont des coffres-forts à mot de passe. Il y a ce qu'on appelle des notions de coffre-fort à mot de passe. Donc, tu gardes tes différents mots de passe dans un coffre-fort et tu retiens seulement un seul mot de passe qui est celui d'accès à ce coffre-fort. Bon. Et là, tu fais confiance au gestionnaire de coffre-fort pour protéger tes mots de passe. Ça, c'est l'un des moyens qui est souvent utilisé. Il y a des coffres-forts qui sont en ligne et des coffres-forts qui sont portables, en fait. Donc, ça dépend. Bon, deuxième élément, en Landry, fait, oui, Landry, Arthur. peut-être avant d'arriver au deuxième élément, est-ce que en quoi c'est différent d'avoir un mot de passe compliqué pour les sites sur lesquels tu navigues et d'avoir un mot de passe compliqué pour ton coffre-fort? Sachant que si quelqu'un réussit à accéder à ce mot de passe-là, il aura tous tes autres mots de passe. Donc l'enjeu, en fait, se situe sur cet unique mot de passe-là que tu gardes. Je sais pas si tu comprends. D'accord. Autant Ok. avoir ce mot de passe, le mettre sur les différents sites, je pense que c'est pareil. C'est pas Si pareil. le Non, c'est danger, pas la même chose. le- Le C'est pas problème, c'est le pareil. risque. Le problème, c'est le risque. Le problème, c'est que si on a ton mot de passe, en fait, tu n'es pas obligé d'utiliser un coffre-fort qui est public sur Internet. Il y a des applications comme KeePass, par exemple, que Qui tu peux passe, avoir voilà. en local pour stocker tes mots de passe. Tu vois. Le problème, c'est le risque. Imagine-toi que tu utilises ton mot de passe, par exemple, il y a aussi un gars de AXA, il aura accès à tous tes comptes. C'est ça le risque. Et as-tu l'élément aussi, le deuxième élément qu'on a, c'est en fait les mots de passe. Parce que tous les sites n'ont pas le même niveau de sécurité. Ta banque, c'est qu'elle garde des informations sensibles, fait des transactions très importantes. Les mesures de sécurité qu'elle met en place pour protéger le mot de passe que tu lui fournis sont différentes du site de e-learning Tantampion que tu as testé gratuit là en fait. Parfois des sites de tests là que tu peux rencontrer en ligne, les bases peuvent ne pas être très bien protégées en fait. Parce que c'est dit le mot de passe en question, le site n'a aucune information sensible.
Or, si on pirate ton compte, ce que les mots de passe, ce que les hackers font souvent, quand on pirate un site léger, on prend le login là, le mot de passe, on part tester le mot de passe qu'on a récupéré là-bas, on teste sur l'ensemble des plateformes généralement connues. Les plateformes bancaires connues, on teste le même login là-bas. Les Facebook, on essaie de tester ton email là, le même mot de passe. On essaie de tester. En fait, on va tester un peu partout. Donc, si tu as gardé le même mot de passe, une plateforme d'un niveau de sécurité, d'un niveau de sécurité faible va exposer tous tes autres comptes. C'est pour ça qu'on préconise de séparer Voilà. souvent. Tu as dit quelque chose de très pertinent, Jean-Henri. Parce que il faut aussi savoir que quand tu t'inscris sur un site et que tu mets ton mot de passe, moi en tant qu'informaticien, je suppose que le site en question connaît mon mot de passe. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que quand je m'en vais sur Facebook et que je m'inscris, moi je suppose que je fais confiance en Facebook. Je suppose que Facebook connaît mon mot de passe. Donc, si je dis à Facebook que bon, voilà mon mot de passe que j'utilise aussi pour mon compte bancaire, tu vois que c'est plus la même chose. Parce que après, c'est après, c'est la confiance. C'est-à-dire, si tu vas sur un site lambda, tu utilises le même mot de passe, il faut te dire que ce site-là a la possibilité de savoir quel est ton mot de passe et de l'utiliser. Si elle est mal intentionnée. Pas Ouais, c'est vrai. Raison pour laquelle il faut, justement, tu as parlé de confiance. Il faut vraiment euh, enfin, donner tes informations sensibles uniquement dans les sites pour lesquels tu as confiance. On sait par exemple que les Google, Facebook, bon, forcément, tu n'es pas leur cible. Donc, c'est très peu probable qu'ils prennent ton mot de passe pour divulguer, même si c'est possible. Même pas pour Mais divulguer, oui, oui, même pour utiliser, même quelqu'un peut utiliser ça de façon personnelle, tu vois. C'est pas forcément pour divulguer. Donc, en fait, moi, je pense que c'est un risque d'utiliser un seul mot de passe pour toutes les plateformes. ok, je vais donc entraîner mon cerveau à retenir. Ouais. Ok, merci, Landry, merci, Roméo. Je pense qu'on pourra faire d'autres séances pour entrer un peu plus en détail, parce qu'il y a justement cette partie-là dont Roméo parlait, qui est la sécurisation de la donnée dans tout son cycle de vie. Lorsqu'il est stocké, peut-être le cryptage, lorsqu'on le déplace, enfin, implémenter SSL, Kerberos, bref, tout ce qui est moyen de sécurisation, on pourra entrer plus en détail un peu plus tard. En fait, ma question était beaucoup plus par rapport à ce qui est fait, hein, ce qui est fait aujourd'hui au niveau de l'État camerounais. Bon, il y a des standards, l'activité est beaucoup plus évoluée ailleurs. On a évoqué la loi de la RGPD pour la protection de la non-divulgation des informations, des données personnelles. Plein d'autres choses. Mais concrètement, au Cameroun, si on revient au Cameroun, qu'est-ce que l'État camerounais prévoit pour ces données-là? On parle des usurpations d'identité, les impacts que tu as cités, et beaucoup plus vraiment rester focus sur les données personnelles, la mauvaise manipulation des données personnelles. Là, quand je parle de mauvaise manipulation, je parle de tout ce qui est lié à la divulgation, tout ce qui est lié à, voilà, tout ce que tu as si bien déroulé un peu plus haut. Qu'est-ce que l'État camerounais concrètement met sur pied, ok, pour lutter contre ce fléau-là, d'une part. Est-ce qu'il y a des organismes institutionnels? Est-ce qu'il y a voilà, est-ce qu'il y a des organismes aujourd'hui étatiques qui existent, qui travaillent day-to-day aussi pour ça? Ces organismes-là, qu'est-ce qu'ils font concrètement? Bon, et aussi, est-ce qu'il y a des moyens de répression? Si on parvient peut-être à trouver quelqu'un, je ne sais pas, sur Facebook qui a dit telle chose par rapport à l'État camerounais, bon, je ne vais pas parler de la politique, peut-être le MRC ou bien a dit telle chose et tout, ou quelqu'un d'autre a envoyé telle information sur telle autre. Qu'est-ce que l'État camerounais concrètement prévoit contre? Ok.
L'État camerounais se donne les moyens de pouvoir faire respecter et appliquer ses lois. Et s'appuie sur l'un de son bras armé, je veux dire quoi, le bras armé de l'État pour la sécurité de l'information, c'est l'ANTIC. Et dans l'une de ses missions, en fait, c'est de pouvoir aussi auditer, contrôler les bonnes pratiques dans l'ensemble des organisations ayant un impact vital sur le bon fonctionnement de l'État et de notre société. Donc, je prends les grands opérateurs, par exemple, les structures sensibles, par exemple, vont se faire auditer annuellement pour se rassurer qu'ils respectent les bonnes pratiques dans la gestion des différentes informations qui sont à leur niveau. Bonne pratique parce que une mauvaise gestion, une divulgation de certaines informations de leur part, accidentelle ou non, peut causer une instabilité sociale. Et pour cette raison-là, sans vouloir faire la politique, sans que ça n'ait des connotations politiques, l'État a le droit de veiller à ce que la paix règne. Donc, l'Antique, par exemple, est le bras armé de l'État qui participe à faire des investigations, faire la veille, faire des sensibilisations aussi, voilà, sur tout ce qui concerne la protection, la gestion des données sur le territoire camerounais. Et à côté de ça, pour tout ce qui est acte pénalisable, voilà, tout ce qui est acte pénalisable engageant des individus, lorsqu'on va parler des propos sur les réseaux sociaux ou bien des fraudes liées qu'on effectue sur les réseaux sociaux, tant que ça peut avoir un impact négatif sur les droits d'un individu, mais ça peut porter atteinte aux droits d'un individu, d'une organisation, d'une entité morale, euh, les services juridiques qui sont les seuls habilités peuvent initier des enquêtes et on s'appuie généralement sur l'antique. C'est ce qui est fait au Cameroun, en fait. Principalement l'antique d'abord et d'autres services qui sont rattachés à l'antique parce que l'antique, c'est l'entité maîtresse, mais elle peut collaborer avec d'autres entités pour pouvoir faire sortir la vérité ou bien avoir les différentes évidences pour prendre des jugements, en fait, donner des recommandations et sanctionner s'il le faut, en fait. Donc, c'est ce qui est fait, en fait. Mais pour ce qui concerne les mesures en termes de loi, à part la loi de 2010, il a été annoncé en fin d'année des lois un peu plus spécifiques en gestation. Bon, je ne peux pas, je ne suis pas au courant de quand ça va être finalisé, quand ça va être diffusé, si ça va être amendé, et je n'ai pas encore les premiers bribes de ce qui est contenu dans cette loi. Mais pendant des audits que j'ai déjà eu à suivre et participer, en fait, quelques informations fuitaient. En fait, le dossier était en train d'avancer. Donc, ce n'est pas encore formel, mais bon, bientôt, certainement, on aura une loi qui adresse particulièrement cette problématique et qui dit loi, en fait, il y aura aussi des mesures, des sanctions et des différentes pénalités liées à sa violation. Donc, c'est ce qui est encore présent actuellement. Donc, je vais te partager moi aussi tout à l'heure, je mets dans le groupe l'état de protection des données personnelles en Afrique. Je vais mettre un petit document de 20 pages, en fait, où on a fait une analyse, c'est une connaissance qui travaille particulièrement sur ce sujet-là de l'Afrique depuis près de 4 ans. Voilà, il est juriste et il est un journaliste et juriste et il a mis sur pied un petit recueil qui donne l'état, le jour. Donc, le dernier document date de juin 2022. Je vais peut-être vous partager ça tout à l'heure. Ok, merci. Donc, en fait, c'est l'ANTI qui travaille avec les third parties par rapport à justement tout ce qui est lié à la sécurisation des données personnelles, c'est ça? Oui, oui. L'entité juridique, le bras armé de l'État, c'est l'antique actuellement. Ok, merci. Moi, j'avais une dernière question. Ok, Euh, vas-y. je pense que je ne vais pas la poser directement. Je prends juste, je vais d'abord commencer avec, on va dire, une petite histoire. C'est pas très long. À l'arrivée du Web 1.0, on avait on avait Internet et puis on allait chercher l'information sur Internet. C'est-à-dire, il y avait
forcément des entreprises qui mettaient l'information sur Internet. On était juste des consommateurs. L'information descendait vers nous. L'arrivée du Web 2.0, on a commencé à voir les réseaux sociaux, on a commencé à voir les échanges des données, on a commencé aussi à voir, c'est venu avec ses avantages et ses problèmes, tels que la sécurité de la donnée. Nos données sont utilisées à tort et à travers, sans même notre consentement. Nos données sont vendues par des entreprises pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle parfois et apprendre beaucoup plus sur nous. Et puis, on peut interagir avec la Web 1.0 comme on peut poster des vidéos, des photos tous les jours. Maintenant, il y a l'arrivée de la Web 3.0. On parle de la blockchain. Selon vous, d'après les informations que vous avez au niveau de la sécurité, est-ce que la Web 3.0 vient résoudre la plupart des problèmes qu'on a dans la Web 2.0, notamment au niveau de la sécurité, la protection des individus et des données à caractère personnel? Ok. Bon, juste une petite réponse très light, en fait. Généralement, on crée un besoin dans l'évolution des plus grands systèmes d'information. C'est qu'on crée un besoin, on le fait développer, on le fait maturer, on le rend fonctionnel. Et après, généralement, c'est par la suite qu'on essaye de voir comment le fiabiliser quand il est assez mature. Généralement, c'est comme ça que la plupart des technologies ont évolué. Je pense que les premiers avions tuaient beaucoup de personnes. Aujourd'hui, les avions qu'on sort sont les plus safe. C'est pareil aussi, en fait, avec ces évolutions du web. Donc, les nouvelles versions qu'on met en place permettent de mieux adresser les problématiques et manquements des versions précédentes. Et on s'est servi aujourd'hui, comme par la blockchain, de pouvoir faire du virtuel un nouvel espace avec la gestion de plusieurs nouveaux types d'entités qui s'y régulent et pouvoir garder généralement c'est des systèmes de clés publiques, clés privées pour pouvoir authentifier, non répudier, tracer et réguler les différentes transactions sans forcément plus nécessiter certaines informations d'identification qui préalablement, initialement, dans les systèmes empiriques classiques, devraient être collectées. Donc, c'est l'une des bonnes révolutions qui est aussi mise en place, mais derrière, c'est que ça va consommer aussi beaucoup de données. En parallèle, pour la Web 3.0 aussi, il faudra aussi beaucoup de données pour les nourrir, parce que beaucoup de structures, beaucoup d'organisations, de plus en plus, ont besoin d'offrir des expériences incomparables à leurs usagers. Donc, vont forcément toujours avoir besoin de la donnée pour exister ou alors de la donnée pour être précis dans les différentes analyses. Mais pour celui qui veut être anonyme, celui qui veut protéger, préserver ses informations, avec l'évolution de la technologie, en fait, il aura toujours, je pense, de plus en plus, il aura toujours la main et plus d'autorité, plus de responsabilité sur ces données. OK, merci bien.